Ok, coucou, salut à tous. Maintenant, c'est la deuxième partie de ma vidéo concernant les langues asiatiques pour répondre à un ami qui m'a envoyé, un ami de YouTube qui m'a envoyé une requête et qui m'a demandé certaines questions à propos des langues asiatiques. Donc, on va continuer. Les différences entre japonais et mandarin, c'est deux langues complètement différentes. Ils n'ont aucune relation au niveau de la structure, mais je peux dire que euh, d'un point de vue général, connaître le chinois aide à connaître le japonais et connaître le japonais aide à connaître le chinois. Au niveau des symboles, souvent ils ont la même signification. Cela dit, les Japonais ont gardé l'écriture traditionnelle, ce que les Chinois n'ont pas fait. Ils ont eu la révolution culturelle, etc. Ils ont eu la simplification des caractères, sauf à Macao, Hong Kong et Taïwan, comme on le sait bien. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris le japonais après avoir appris le chinois. Je pense que c'est une bonne option, mais on peut faire le contraire aussi. Il y a des gens qui ont d'abord appris le japonais et puis le chinois. Tu n'es pas obligé de choisir entre une des deux langues. Tu peux choisir les deux langues, mais je te conseille pas de les apprendre en même temps, vu que c'est quand même deux langues assez différentes. Pas compliqué dans le sens compliqué grammaticalement, mais compliqué dans le sens tout est nouveau. Il n'y a rien en commun entre les langues indo-européennes et le chinois ou le japonais ou le coréen. Donc, si un locuteur natif du turc ou du japonais essaye d'apprendre le coréen, ça va être très simple ou inversement dans ces langues-là, vu que la grammaire est la même. Mais vu que ta langue maternelle c'est l'anglais, ça t'aidera presque pas pour le japonais. Donc tu devras commencer à l'étage zéro, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai fait la métaphore des étages de langue. Tu devras commencer à zéro et pour aller de zéro à 5, ça va aller vraiment très lentement. Et une fois que tu seras arrivé au niveau 5, ça va aller crescendo un peu plus rapidement et de plus en plus rapidement. Et la courbe devient d'apprentissage par rapport au nombre d'heures et investies et aux connaissances. Elle deviendra de plus en plus verticale. Et qu'est-ce qui diffère du japonais par rapport au chinois? Ben, la prononciation est complètement différente, même si on a deux symboles on a le même symbole pour définir le même concept. Parfois, par exemple, important en japonais, ça se dit juyo et ça s'écrit de la même façon en chinois qui se dit zongyao. Et par exemple, les mots sont complètement différents. Quelqu'un qui parle chinois ne comprendrait pas le japonais et vice-versa, quelqu'un qui parle le japonais ne comprendrait pas le chinois. Et on parle du chinois mandarin que tout le monde est censé comprendre, pas de dialecte tel que le cantonais ou le shanghaïen ou le taïwanais. On ne parle pas de ça. On parle de la langue qui unifie tout le peuple. Et puis, euh, au niveau du chinois, il faudra apprendre les deux écritures, l'écriture traditionnelle et l'écriture simplifiée, pour pouvoir tout lire, vu que les écrits anciens, les poésies, etc., n'étaient jamais écrits en écriture simplifiée. Donc c'est un problème si tu veux vraiment à un moment donné arriver à un niveau élevé et étudier la poésie, les grands écrits et tout ça. Il faut savoir lire les caractères traditionnels vu que ces gens-là n'ont même pas connu l'écriture simplifiée qui existe que depuis une soixantaine d'années. Alors, autrement, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Tu as du mal à choisir, que tu es en médecine et tu pouvais aider plus de gens avec le chinois. Ouais, c'est à toi de voir. Tu peux d'abord commencer par le chinois et faire quelques années, et puis, si tu es prêt, enchaîner avec le japonais ou contrairement faire dans le sens inverse. En général, euh, la difficulté en chinois, comme j'ai dit, c'est la prononciation avec les tons et enchaîner tout ça dans une phrase, et aussi le fait que tout soit écrit en symbole, il n'y a pas d'alphabet. En chinois, il n'y a pas d'alphabet. En japonais, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a trois manières d'écrire. Donc, on a ce qu'on appelle les hiragana, c'est le premier syllabaire japonais.
parce que en japonais, sauf les voyelles, donc A, E, I, O, U, et la lettre N, tout est couplé à une voyelle, donc ça veut dire qu'on aura A, I, E, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Nani, Nu, Ne, No, Mami, Mu, Me, Mo, etc. Et donc on devra apprendre le premier syllabaire qui comporte une soixantaine de caractères, puis le deuxième syllabaire qui reflète les mêmes sons que le premier, mais qui s'utilise pour retranscrire les noms étrangers ou les concepts étrangers ou les objets étrangers ou les titres étrangers qu'on traduit en japonais. Et le troisième, c'est les kanji, c'est les symboles chinois. On utilise ça parce que parfois on peut écrire un même son, on va l'écrire avec les mêmes hiragana, donc premier syllabaire. Et pour différencier deux mots, deux homonymes, il faut les écrire en kanji. Et dès qu'on écrit en kanji, la signification saute aux yeux, que c'est différent entre les deux mots. Euh, c'est par exemple le cas de hashi, 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 hashi. Un veut dire les baguettes, l'autre veut dire le pont. Donc pour savoir de quoi on parle, il faut l'écrire avec deux caractères différents. Et puis, je ne sais pas te conseiller, moi j'ai eu un petit avantage quand j'ai commencé à apprendre le japonais, c'est que je savais déjà écrire en symbole traditionnel vu que j'avais appris le chinois de Taïwan, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Et au niveau, parfois je lis en japonais et il y a des caractères que j'arrive pas à prononcer, mais dont je comprends le sens, ce qui est très bizarre vu que d'habitude on sait lire, mais on ne comprend pas le sens. Mais là, je ne sais pas lire, je ne sais pas le prononcer, mais c'est le même symbole en chinois, donc je comprends le sens, ce qui est plutôt bizarre. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Euh, ouais, ouais, pour qu'est-ce qui pourrait maintenir la motivation? Ben, juste ce que moi j'ai fait quand j'apprenais le japonais. J'ai jamais appris le chinois parce que je voulais l'apprendre, j'ai toujours été forcé à l'apprendre. Mais le japonais, je l'ai toujours appris parce que je voulais l'apprendre, parce que cette langue, elle me fascinait. Et c'était une des premières langues non indo-européennes que j'ai appris. Ce qu'on fait, c'est que on peut aller sur YouTube et regarder les chaînes des étrangers qui apprennent le japonais. J'ai appris d'ailleurs beaucoup de choses en regardant ces chaînes-là. Euh, Par exemple, des Anglais qui parlent couramment le japonais ou des Américains qui sont actuellement au Japon et qui apprennent le japonais ou qui parlent déjà le japonais ou excusez-moi, et qui parle à propos de comment trouver un appartement au Japon et tout ça en japonais, ou des gens tout simplement qui sont passionnés d'art culinaire japonais, etc. L'idée, c'est vraiment de s'immerger dans le monde japonais et essayer de retirer le maximum de profit pour son apprentissage. Et ça revient pas seulement à étudier dans les livres, ça c'est vraiment des choses que les personnes en général qui apprennent les langues ne comprennent pas. Euh, la langue a une dimension humaine et plutôt sociale. Ça, les gens ils comprennent pas. S'ils parlent de langue étrangère, c'est tout le temps dans les livres. Non, non, les langues étrangères, c'est d'abord dans les livres pour avoir les bases. Et puis, on peut regarder des films, des séries, des dramas, etc. Puis, vraiment, carrément, comme tu fais, aller au pays pour pratiquer la langue avec les natifs. En plus, il y a une dimension vraiment très sociale, vu que si tu viens ici en Belgique, à Bruxelles ou à Paris, et que tu vas essayer de converser avec quelqu'un en anglais, tu verras que les gens sont plus réticents, sont plus fermés parce qu'ils se sentent pas à l'aise et ils veulent pas s'exprimer en anglais. Mais contrairement à ça, si tu leur parles en français, ils vont directement être plus aimables, plus sympathiques, vouloir partager leur culture avec toi. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai remarqué. Et finalement, je dirais que tu devrais choisir une des deux langues par rapport aux critères que tu as dit et par rapport à ce que tu aimes. Et ce que tu aimes, c'est ce que tu feras le mieux. Moi, je trouve, c'est pas parce que tu dis que tu peux aider plus de gens en apprenant le chinois que tu vas apprendre mieux le chinois que le japonais ou inversement.
Je sais pas, moi je pense que si tu as la passion et que si tu apprends tous les jours un petit peu, une petite demi-heure, tu peux arriver à un très bon résultat après 2 3 ans. Mais il faut vraiment s'y accrocher. C'est pas une langue, c'est pas des langues comme des langues qui ressemblent aux autres langues, donc ils n'ont aucune relation entre eux. Si tu connaissais le coréen et que tu voulais apprendre le japonais, là, ça sera plus ou moins connaître le français et vouloir apprendre l'italien, ça se ressemble. Euh, donc ça, c'est la plus grande spécificité des langues asiatiques, c'est que ça ne ressemble à aucune langue indo-européenne. Sauf, ouais, non, c'est même pas une langue indo-européenne. Là, j'apprends le turc. Et bizarrement, dans le turc, la grammaire enfin, la syntaxe, c'est la même que celle du japonais, donc je me suis étonné. Et j'étais là, surpris, tiens, j'ai l'impression que c'est du japonais déguisé dans une autre langue, une autre prononciation, mais le squelette était toujours là. Et je conseille aux gens qui connaissent pas le turc d'apprendre le turc, vu que c'est une très très belle langue et que malheureusement, il y a très peu de gens qui apprennent le turc. Mais c'est vraiment une langue très mélodieuse et vraiment très très chouette. Je conseille à tout le monde d'apprendre le turc et aussi de regarder des séries turques, ce que les arabophones font depuis très longtemps. Ils regardent des séries turques sous-titrées en arabe ou traduites en dialecte arabe, parfois syrien, parfois dalija, ça dépend des régions. Mais c'est vraiment très très chouette les séries turques. Et par ailleurs, le turc, c'est une langue qui comporte pas mal d'expressions qui n'existent pas dans les langues indo-européennes, vu que le turc est considéré comme une langue agglutinante du style japonais ou coréen. Et il y a beaucoup de ressemblances culturelles entre tout ce qui est asiatique et turc. Par exemple, en Europe, quand on appelle son grand frère, on l'appellera par son nom. Alors qu'en Turquie ou en Asie, c'est pas très poli, il faut dire grand frère. Et par exemple, en Chine, tu appellerais Tak, grand frère, Soussou, un oncle, quelqu'un que tu connais pas dans la rue, un homme que tu connais pas dans la rue qui est un peu plus âgé que toi, mais pas trop âgé. Et en Turquie, on dirait Abi. Abi, c'est grand frère, ce qui reflète un peu une similitude de culture et aussi que c'est une culture vraiment fascinante, le turc. Si tu veux une fois essayer, c'est une langue qui n'a presque rien en commun avec les langues indo-européennes. Quoique ils ont quelques mots à emprunter du français. À part ça, impossible de déchiffrer un texte turc si on n'a pas les bases, vu que tout est différent et que ben je sais pas, il y a des expressions qui existent en turc et qui n'existent dans aucune autre langue. En général, quand on te dit bienvenue, tu dis merci dans beaucoup de langues, c'est comme ça, tu dis euh, bienvenue, merci, benvenuto, grazie, bienvenido, gracias, etc., etc. Euh, et en turc, non, on dit hoş geldiniz et on doit répondre hoş bulduk. Hoş geldiniz, ça veut dire euh, on est bienvenu. Enfin, ça se traduit pas littéralement et hoş bulduk, ça veut dire on s'est bien trouvé ou quelque chose comme ça. Mais on répond autre chose que merci, par exemple. Et en turc, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que ils ont beaucoup d'expressions. C'est vraiment une langue avec plein d'expressions qui n'existent pas ou qui seraient très bizarres si on traduit en langue indo-européenne comme Helal olsun ou je sais pas, beaucoup d'expressions. C'est une langue qui mérite vraiment d'être apprise et d'être respectée. Mais malheureusement, les gens focalisent trop sur les langues indo-européennes, donc ils n'ont pas le temps de découvrir les joies et les richesses des autres cultures et des autres langues. Mais ça viendra, ça viendra. La Turquie est en train de se développer à fond et je suppose que dans quelques années, ils vont être dans le top 10 ou dans le top 15 des pays les plus développés au monde. Et donc, c'est vraiment très, très chouette et je vous conseille de le faire. Ok, salut! Et si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou quoi. Salut!